moi, j'aurais toujours envie de dire le temps passe trop vite. J'aimerais tellement avoir plus de temps. Et puis après, je me dis que c'est ça qui fait que la vie, elle est précieuse. C'est que la vie, elle a une fin. Quand avez-vous choisi de prendre du temps pour écouter ce podcast, pour être avec vos proches ou encore pour accomplir un exploit? En 2016, Juliane Rebras a pris sa retraite sportive à 33 ans après avoir dédié 14 ans de sa vie au judo, remporté 8 victoires aux championnats suisses, être montée 20 fois sur des podiums internationaux et avoir atteint la 6e place du ranking mondial. Elle a pris sa retraite après une non-qualification au JO de Rio et plusieurs blessures aussi. Hyperactive, elle se consacre aujourd'hui à son club formateur pour redonner ce qu'elle a reçu, comme elle dit, au développement d'une application pour le sport à Genève ou encore la mise en circulation d'une attelle qu'elle avait créée pour aider son genou. À chaque fois qu'elle prend le temps pour quelque chose, elle choisit aujourd'hui consciemment de le prendre, sa manière à elle de cultiver sa joie de vivre et de savourer chaque seconde. Bienvenue dans la 4e dimension. Mon nom est Laure Gabu. Prochain arrêt sur demande, les Charbonnières. Ça va très bien, merci. C'est tellement beau ici. C'est joli, ouais. Prendre le chemin le plus court. T'as déjà été ici dans la région, non? Bah en fait j'étais venue interviewer Philippe Dufour. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, exact. Plus loin. Et vous êtes arrivé quand? Il y a 2 ans en arrière, parce qu'on a d'abord habité chez mes parents en haut. Ça, c'est le lac Brenet. Donc, c'est le plus petit des lacs entre le lac de Joux et puis le lac Brenet. Le lac de Joux, il est là derrière. C'est le lac que vous avez vu à l'arrêt d'avant. Au pont? Exactement, ouais. Voilà, tout ça, c'est chez nous. Bienvenue. Ça, c'est notre petit chat. Notre petite panthère noire. Qui s'appelle Bagheera. Et Bagheera. Et puis, je sais pas si vous voulez un café. Je vous fais volontiers un café. Je vais boire quelque chose. Est-ce que vous voulez aussi manger quelque chose ou pas? On a encore de la cuchole et puis, si vous voulez, je vous sers volontiers. Tu viendras? Ça, c'est la région de la Roure. Je crois que c'est mon papa qui m'avait donné quand on avait déménagé. C'est quoi, un article de Et de c'est un décembre article de 1924? Voilà. Et puis nous on a déménagé en 94, en novembre 94. Et puis mon papa il m'avait donné ça parce que j'avais tellement d'émotions pour où j'ai grandi. Et du coup, voilà. Et puis du coup, c'est rigolo parce que ça place la région au centre de l'Europe. Ah, génial, j'avais pas vu. Et puis, il y a un cercle avec écrit la Roure. Europe's new center moved to the Ruhr. So, Et du coup, autour, en petit, il y a Paris, Londres, Madrid, Rome. voilà, Reykjavik, emblème of Europe's Moscou. constant renewal. Donc, mais moi en fait, c'était même pas tellement le texte. C'était la photo, la image. Ouais, puis c'était juste parce que c'était un article sur la région où je suis née. Et du coup, on l'avait encadré pour ma chambre. Et puis moi, depuis que je suis petite, j'ai ça dans ma chambre. Oui. Ensuite, là, en fait, ça, c'est mes 4 frères. Et, Parce que vous êtes 5 enfants. on est 5 enfants. On n'a pas beaucoup de photos, ils sont forcément les 4 dessus. Puis ça, c'est une photo que ma maman, elle m'avait offerte. Parce que, c'est... Voilà, c'est des gens qui me sont très très chers. Et puis du coup, voilà. Ça, c'est David avec son frère. Et ça, c'est une photo de toi? Ça, c'est une photo de moi, ouais. Elle avait été faite avant Londres. Attends, je vais juste faire le café. Nananana. Avant les Jeux de Londres, l'illustré, en général, il présente des différents athlètes suisses. Et puis là,
ils les ont mis en scène avec des accessoires de mode. Et puis, c'est des accessoires de mode qu'eux, ils avaient choisis pour nous. Moi, ce qui me frappe, c'est ton regard. T'as l'air tellement déterminé. Oui, forcément, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, et puis aussi ma condition, et puis ma forme physique, je pense que ça dégageait du coup une énergie assez forte, et puis une détermination, et puis aussi peut-être une concentration assez forte. Et voilà, c'est une photo que David il aime bien aussi, et puis qu'on a retrouvée quand on a fait le tri. Donc du coup maintenant on l'a mise ici, et puis il faudra regarder à un moment donné, on va aussi l'accrocher. Pour l'instant elle est posée là. Et cette force, tu nous rappelles jusqu'où elle t'a mené? Ouais, c'est impressionnant parce que je pense que c'est une force que j'avais déjà en moi quand j'étais petite. Et du coup elle m'a permis de toujours chercher plus loin et puis aller plus loin, et puis ce qui m'a permis d'être dans les top 6 mondiales, et puis de faire les Jeux Olympiques à Londres. Et c'est vrai que si on m'avait dit ça à 9 ans, je pense que j'aurais fait des énormes yeux parce que ça me paraissait très très grand. Au JO de Londres, j'étais éliminée en 8e de finale. J'ai perdu par décision d'arbitre le combat contre la Coréenne. J'avais pas réussi à résoudre le combat dans les temps. À ce moment-là, c'était 5 minutes de combat, de temps effectif. Donc temps de combat effectif, ça veut dire que les arrêts de combat, ils sont pas comptés. Et j'avais pas réussi à marquer davantage, et puis elle non plus. Donc c'était un combat qui était très fermé, puis j'avais pas réussi à le résoudre. Du coup, on a été dans les prolongations, et dans les prolongations, on n'arrivait pas à réellement marquer un point, et ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai reçu une pénalité. Puis la pénalité dans les prolongations, elle est décisive. Donc c'est comme ça que j'ai perdu. Et pourquoi toi et pas elle? Parce qu'ils considéraient qu'elle était plus active que moi. Et puis c'est comme ça que j'ai perdu. Ouais. Oh la justice! Oui, mais c'est... j'avais qu'à marquer. Et j'ai pas réussi à marquer, j'ai pas réussi à résoudre le combat. Du coup voilà, j'ai pas pu aller plus loin dans la compétition. Ouais. Et puis c'est vrai que là c'était... il y a tout qui s'est arrêté. Et c'est la première et la seule fois où dans ma vie j'avais l'impression d'être un peu nulle part, de plus avoir de la terre sous mes pieds, et puis ou le sol, d'avoir perdu le sol sous mes pieds. C'est impressionnant comme on arrive à fonctionner, parce que j'arrivais à rattacher ma ceinture, et puis j'arrivais à saluer ma partenaire, et puis à la féliciter, et puis à ressortir de la surface de combat. Et puis par contre, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, il fallait descendre du podium, parce que les surfaces de combat sont comme sur un podium surélevé. Et puis je me souviens que je me disais heureusement qu'il y a ma coach qui est là, parce que je me voyais mal redescendre les escaliers. C'était pas beaucoup de marches, c'était 4 marches, mais je me voyais mal les faire. Parce que tous des robes. Ouais, parce qu'il y avait plus rien. C'était impressionnant, il y avait plus rien, plus de repères réellement. Ça fait vraiment comme un vide tout d'un coup. Puis j'ai jamais vécu un truc pareil, donc du coup j'étais vraiment ailleurs. Et puis après je suis sortie, mais justement il y avait mon physio qui était là, et puis ma coach. Puis c'était bien qu'ils étaient là, parce que du coup ils m'accompagnaient dehors. Puis après il y avait la zone mixte avec les journalistes. Puis là je me souviens de nouveau. Mais le reste, je sais plus exactement le chemin. Ouais, c'était fort comme expérience. Ouais. C'était déjà quelques mois après, c'était en automne. J'avais un échange téléphonique avec quelqu'un qui m'est vraiment très très cher. Et puis je disais, ouais, mais tu sais, ce qui est horrible, je suis plus la même. Après Londres? Ouais. Parce que, en fait, avant Londres, j'avais cette illusion naïve que
qui venait d'une autre phrase sur laquelle j'étais tombée quand j'étais adolescente, qui dit « Tout était permis au temps et à la constance ». Et moi, l'interprétation que j'en avais faite, mais c'était mon interprétation à moi, c'est que si je me donne vraiment, si je me dévoue vraiment à quelque chose, je peux réaliser n'importe quoi. Et en fait, ce qui manque là-dedans, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ce qui manque là-dedans, c'est que justement, on fait partie d'un univers, on fait partie d'interactions humaines. Et en l'occurrence au judo, je fais pas moi les combats toute seule. Je suis avec des partenaires. Et eux aussi, ils essayent de résoudre la situation. Et eux aussi, ils se dévouent. Et eux aussi, ils ont envie de résoudre la situation pour eux. Et du coup, je pense que grâce à cette phrase, j'ai réussi à me dévouer d'une façon assez incroyable. Mais mon interprétation me laissait dans l'illusion que je pouvais réussir n'importe quoi. Et du coup, c'était une désillusion incroyable de ne pas avoir réussi à faire de médaille olympique en fait à Londres. Et de ne pas avoir réussi en fait à réaliser tout ce que je voulais parce que je me dévouais. Mais tu crois pas que si t'avais pas eu cette phrase en tête, t'aurais pas eu cette force non plus, tu vois? Oui, c'est ça, mais je pense qu'il me manquait un élément. Ja, wir sind jetzt weg und Papa und Mama sind auch weg. Ah, okay, dann Die sind jetzt in Arbülen. on come gleich noch rüber. Wir fahren kurz raus mit den Kindern. C'est mon grand frère, il s'appelle Yann. Il a fait beaucoup de danse classique quand il était jeune, parce que c'est lui qu'ils ont pris et puis pas moi. Voilà, c'est ça. Et puis après, il a voulu faire les études, donc il a suivi le parcours académique et puis maintenant il est ingénieur en sciences de l'environnement. Donc voilà, donc c'est mon grand frère. Allez. Bonne À journée. bientôt, salut. À une prochaine. Bon, est-ce que vous voulez que je vous montre encore chez mes parents? Mais je pense que c'est bien sur ce chemin de parler du temps. Oui, c'est très bien. Parce que dans tous ces moments sportifs, puis les moments aussi où t'as pu aller très très loin, moi, je me demandais autant en sport comment tu l'avais éprouvé, comment tu l'avais vécu. Ah, alors je pense qu'il y a une chose qu'on prend conscience au niveau du temps, c'est qu'il est compté. Et il est autant compté dans le présent, donc par exemple dans un combat, dans nos entraînements, dans nos exercices, autant il est compté dans la journée, autant il est compté dans la durée et qui nous est attribuée pour pouvoir performer au plus haut niveau, où on est capable d'exceller autant au niveau physique qu'au niveau mental. Parce que il y a d'autres domaines où je pourrais encore évoluer à mes 40 et puis à mes 50 ans. Et je pourrais exceller à mes 40 et à mes 50 ans. Par exemple, si j'avais fait de la littérature ou des choses comme ça, je pourrais écrire peut-être mes meilleurs ouvrages à mes 50 ans. Mais par contre, c'est un fait qu'à 50 ans, j'aurais plus la capacité d'exceller au même niveau physique qu'à mes 25 ans. Ouais, donc le temps est compté. Le temps, il est compté et du coup, ça nécessite des choix parce qu'on ne peut pas se permettre de faire autre chose ou d'autres choses. On veut par conséquent utiliser le temps qui nous est attribué pour pouvoir développer au mieux nos compétences et puis réaliser au mieux notre potentiel dans le temps qui nous est imparti. Si je reviens maintenant à la phrase que j'avais quand j'étais plus jeune, que tout est accordé à la constance et au temps, moi je suis convaincue que si on choisit de se dévouer à quelque chose et qu'on se consacre à ça et qu'on implique bien nos ressources et puis qu'on implique bien nos ressentis et puis ce qu'on réalise pour après faire une réflexion, analyser tout ça et puis recommencer de nouveau,
c'est une pratique qui implique qu'on cherche constamment à évoluer et puis à progresser. Du coup, ça implique qu'on cherche constamment à sortir de notre zone de confort pour développer des nouvelles compétences. Et du coup, ça nous permet justement de développer notre potentiel et puis de le réaliser et puis d'exceller au final dans le domaine auquel on se consacre. Et il y en a qui appellent ça la pratique délibérée en fait. Et puis il y a des études qui ont montré, et ça là on revient sur le temps, que il faut une dizaine d'années de pratique délibérée pour exceller dans un domaine. Et c'est hyper intéressant comme étude. Il faut 10 000 heures en fait pour exceller dans un certain domaine. Et c'est hyper intéressant parce que ils ont fait des recherches avec autant des scientifiques que des musiciens, que des sportifs, que des entrepreneurs aussi comme Bill Gates ou comme ça, où ils ont pu montrer comment ils ont accumulé les 10 000 heures. C'est génial. Et du coup, vu que c'est comme ça, quand tu es jeune, tu te dis, bon, je vais à l'école, mais j'ai aussi envie de progresser dans le sport. Alors tu fais des choix pour te le permettre. Et puis, Il y a plein de petits... ça c'est mon neveu. Allô Samy. En fait au début je m'étais dit je vais faire 1 année de judo. Juste pour voir aussi si ça me correspondrait. Parce que jusque-là j'avais toujours fait mes études même si c'était scolaire, mais j'avais toujours fait une formation et le judo en plus. Et du coup, je savais pas trop si l'idée que je me faisais du judo et puis que je me faisais de me consacrer complètement au judo me correspondrait réellement. Et du coup, je m'étais dit, ok, je fais 1 année pour voir ce que c'est. Et puis ensuite, je vais tirer un bilan et puis je vais décider de la suite. Puis ça t'a correspondu. Et ouais, au final, j'ai fait 14 ans. Et ça, c'était, je pense, un choix important dans ma vie. Et puis, je suis très contente de l'avoir fait. Qu'on m'ait aussi aidé pour prendre conscience de la nécessité de se consacrer à quelque chose si on veut réaliser quelque chose. En fait, quand en tant que junior, j'avais fait des résultats en Coupe d'Europe, élite, j'ai eu une discussion avec ma coach junior et puis elle me disait, voilà Juliane, tu vas bientôt passer ta maturité, c'est important que tu réfléchisses à comment tu veux faire par la suite pour le judo. Parce que si tu veux vraiment te permettre de performer au niveau international, il faudra te consacrer au judo. Je me souviens que j'ai pleuré après cette discussion parce que ça me déchirait de me dire que j'allais pas faire d'études. Parce que jusque-là, j'étais dans l'illusion que j'allais pouvoir faire des études en relations internationales et puis évoluer au niveau des relations internationales et puis en même temps évoluer et puis réaliser mon potentiel au niveau du judo. Et j'ai dû être confrontée au fait que si je veux vraiment réaliser mon potentiel au judo et pas seulement le réaliser à moitié, il faut que je me consacre entièrement au judo. Parce que sinon, si je me consacre à moitié aux études et puis à moitié au judo, je réaliserai mon potentiel à moitié dans le judo. C'est la vie en fait à ce moment-là. Et c'est aussi notre raison de vivre. Et il n'y a que ça. Et un jour, tu as choisi, ou tu as dû, tu vas nous expliquer, mais prendre ta retraite. Oui. Très jeune. Oui. Et tout s'arrête d'un coup, après 14 ans. Oui. D'énormes succès, d'adrénaline, avec un rythme qui est très calculé. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps dans ces moments-là? Oui. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter en 2016 parce que j'avais plus cette flamme. Et c'était impressionnant comme à ce moment-là, j'avais plus cette énergie qui m'avait tellement portée. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis c'est impressionnant tout ce que l'être humain est capable de faire quand il a cette motivation incroyable
pour réaliser quelque chose. Et du coup, c'était très, très fort comme prise de conscience que j'arrêtais maintenant. C'était quand même aussi partiellement préparé, dans le sens où le sport, ça peut s'arrêter à chaque instant, parce qu'on peut se blesser gravement et ça peut être fini du jour au lendemain. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours fait penser au fait que à un moment donné, je vais arrêter. Et que du coup, de me poser aussi la question, comment est-ce que tu t'imagines ta vie après ? Qu'est-ce qui va être important dans ta vie d'après ? Quelle forme d'études, de profession, d'engagement est-ce que tu voudrais avoir dans ta vie d'après ? Qu'est-ce qu'on peut déjà faire maintenant ? Et puis qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là ? Puis tu m'as aussi dit en préparant qu'il y avait des moments de charge et de décharge. Oui, il paraît que quand j'étais petite, j'étais tout le temps en action et puis à un moment donné je m'écroulais et puis je m'endormais là où j'étais. Donc des fois mes parents ils me trouvaient derrière un canapé ou comme ça. Et puis c'est vrai que dans le judo j'avais un peu cette même approche. Je voulais tout le temps m'entraîner, je voulais tout le temps faire quelque chose pour le judo. Et du coup, mon entourage m'a aidée pour comprendre que c'était important d'avoir une décharge, parce qu'on ne peut pas en permanence charger pour pouvoir exceller et performer. C'est comme que j'explique aux jeunes, je dis c'est comme le téléphone. Vous voulez utiliser votre téléphone, vous voulez que votre téléphone soit performant, à un moment donné il faut aussi le recharger. Et puis pour nous c'est pareil, si on veut performer, si on veut qu'on ait les aptitudes pour vraiment exceller, à ce moment-là il faut aussi permettre à notre corps de se ressourcer et puis à nos énergies de se ressourcer. Et du coup j'avais un journal d'entraînement pour pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, j'ai pas réussi à transférer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à transférer, mais transférer cette évidence de la charge et de la décharge, qui était un défi pour moi, et puis qui était d'ailleurs un défi pour moi aussi dans le judo encore plus tard, parce que je pense que certaines blessures que j'avais, et puis une blessure que j'avais notamment dans le cycle olympique de Rio, elle est notamment due au fait que moi, je cherchais toujours un peu plus loin et puis je cherchais toujours un peu trop loin. J'aime bien comparer ça à un funambule. Le funambule, il doit avancer. Il ne peut pas rester sur place. Mais par contre, il ne peut pas aller trop vite non plus. Il ne peut pas faire trop non plus. S'il fait trop, il tombe. Donc il ne doit pas s'arrêter. S'il s'arrête, il tombe. Mais s'il fait trop, il tombe aussi. Et puis moi, je tombais pas parce que je m'arrêtais, je tombais parce que je faisais trop. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de m'aider pour l'intégrer, mais je pense que ça restera encore un défi dans toute ma vie. C'est quelque chose à quoi je dois être attentif. Maintenant, j'ai un peu un thermomètre de fatigue parce que j'ai plus de ligaments croisés. Et puis du coup, quand je sens que mon genou il devient instable, je sais que je suis vraiment fatiguée. Donc ça, c'est un bon thermomètre de fatigue, c'est quelque chose que j'avais pas. Mes choix, du coup, je les fais parce que c'est le choix qui me correspond à ce moment-là et puis dont je suis profondément convaincue à ce moment-là. Et le choix où je me dis, si je devrais mourir demain, je ne regretterais pas d'avoir pris ce choix. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu très fort dans ma vie quand j'avais à peu près 25 ans. Parce que justement, je m'étais dit, mais imagine que tu meurs à 30 ans. Imagine que tu meurs à 30 ans, qu'est-ce que tu veux encore faire de ta vie ? Et du coup, depuis ce jour-là, à chaque fois, je me dis, quand je dois prendre des décisions, si je devrais mourir demain, je serais heureuse parce que je regretterais pas. J'ai pris les décisions que je voulais prendre. Et puis aussi, je pense que ça a aussi renforcé quand même cette joie de vivre et puis cette reconnaissance vis-à-vis de la vie. Parce que je me dis, j'ai pas envie de gâcher un seul instant de ma vie parce que si ça se trouve, ma vie, demain elle s'arrête en fait. On n'a aucune garantie de vivre jusqu'à 90 ans. Moi j'ai envie de devenir très vieille et puis d'être une grand-maman
super active, super cool, mais j'ai pas de garantie pour ça. La seule garantie que j'ai, c'est l'instant présent. Alors j'ai envie de le vivre à fond, et puis j'ai envie d'être reconnaissant pour l'instant présent. Et du coup, ça te donne quoi comme rapport au passé et au futur? Moi, ce que j'aime, c'est me dire, j'ai envie d'intégrer le passé pour vivre à fond maintenant et puis agir maintenant pour l'avenir. Donc j'ai envie de me dire, tout ce que j'ai pu apprendre de mes grands-parents, tout ce que peut-être aussi l'humanité, elle nous apprend, ou ce que le petit peu que moi je connais de ce que l'humanité peut nous apprendre, et puis aussi tout ce que moi j'ai pu vivre jusque-là, j'ai envie de l'intégrer, et puis j'ai envie d'en tenir compte pour la façon de vivre actuelle et ce que je fais maintenant. Et par contre, ce que je fais maintenant, j'ai envie de le faire parce que ça fait sens à l'avenir et que ça apporte une plus-value à l'avenir. Et que moi, à l'avenir, je serai aussi heureuse d'avoir fait ça. Et dans le présent. Ouais, exactement. Ouais. Sauf que des fois, il faut être conscient que dans le présent, on prépare peut-être. C'est que le présent, il nous permet de préparer quelque chose pour la suite. C'est qu'on n'a peut-être pas le résultat tout de suite, maintenant. Donc des fois, il faut être conscient que il y a une notion de temps dans la réalisation des choses et puis dans l'impact. Si on veut avoir un impact avec une plus-value, c'est peut-être pas tout de suite maintenant. Donc peut-être ça prendra un peu de temps. Et est-ce que tu as l'impression que dans toutes les expériences que tu as pu faire et accumuler, que le temps passe ou que le temps existe? Alors moi, j'aurais toujours envie de dire le temps passe trop vite. J'aimerais tellement avoir plus de temps. Et puis après, il y a un temps où je me disais aussi, j'aimerais tellement me démultiplier pour avoir plus de temps à disposition parce que j'aurais une multitude de temps à disposition. Mais après, je me dis que c'est ça qui fait que la vie, elle est précieuse. C'est que la vie, elle a une fin. Elle est déterminée. Elle n'est pas infinie. Si ma vie à moi, elle était infinie, la valeur de l'instant ne serait pas la même. Et puis, du coup, de savoir qu'elle est déterminée rend la vie d'autant plus précieuse. Et du coup, maintenant, j'accepte ça et puis je vis avec ça. Et je suis contente de me dire ou de me rappeler que chaque instant est précieux. Mm-hmm. Mais en même temps, et ça c'est ma maman qui m'a dit, et je trouve qu'elle a tellement raison, c'est que on peut choisir de prendre du temps. Et ça appartient à nous de choisir pourquoi on veut prendre du temps. Donc si moi je choisis de prendre du temps avec vous et de discuter avec vous, c'est mon choix et je prends le temps pour ça. Et du coup le temps il passe pas, j'ai pas l'impression de courir après le temps parce que j'ai choisi de prendre du temps avec vous. La même chose si j'ai envie de prendre du temps avec mes neveux et du coup c'est du temps que j'ai pas pour mes projets, je le considère pas comme une perte de temps parce que j'ai choisi de prendre du temps avec eux. Et puis donc ça c'est très important aussi. C'est ce que j'essaye de me dire, c'est que si quelqu'un me demande Juliane, t'as le temps, j'aurai toujours du temps, mais peut-être pas à ce moment précis, parce qu'à ce moment précis, j'ai choisi de prendre du temps pour autre chose. Ou alors j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. Et ça c'est aussi mon choix, de pas prendre le temps pour quelque chose. Du coup, qu'est-ce que tu réponds aux gens? Que t'as pas le temps? Non, que j'ai pas envie de prendre le temps pour ça, que j'ai pas le temps maintenant, mais qu'on peut volontiers regarder pour un autre moment, ou que oui, bien sûr, j'ai le temps. C'était La 4e dimension, un podcast réalisé par moi-même,
est produit par Reportage. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et dites-moi, comment est-ce que vous visualisez le temps ? Vous pouvez m'envoyer vos dessins ou vos messages audio par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de la 4e dimension grâce au hashtag 4DPodcasts ou en écrivant 4e avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Mexicani pour les illustrations et à Yannick Richter pour la musique du générique. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour le soutien. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la 4e dimension. Comment tu dessinerais le temps, si tu pouvais le dessiner? Le temps, je ferais un grand cercle qui formerait en fait une spirale qui va vers l'intérieur. Maintenant, voilà, moi je dessine comme ça parce que je suis droitière et puis que c'est plus fluide et puis plus naturel pour moi de le dessiner comme ça. Ça ne veut pas dire que là où je commence, c'est le début. Parce que peut-être le début c'est l'intérieur et puis ça va et puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Ben, si c'est le temps d'un être humain jusqu'au moment où il décède. Après ça continue peut-être plus loin parce qu'il y a les souvenirs des autres aussi de cet être humain. Donc du coup ça continuerait peut-être plus loin. Et puis si quelqu'un croit à la vie après la mort, ben, de toute façon ça continuerait aussi plus loin.